Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va inaugurer, et je pense qu'on continuera donc à ce stade-là aussi, à faire donc une émission mensuelle, c'est-à-dire que chaque début de mois, donc vous savez, je vous fais des émissions hebdo à chaque début et clôture de semaine. On fait les émissions intraday mardi, mercredi et jeudi, et maintenant je pense qu'on va inaugurer une fois par mois une émission mensuelle pour ceux qui traitent que des émissions long terme et des tradings sur le long terme, qui se foutent de tout ce qui se passe en intraday. Évidemment, du coup, je vais créer une playlist pour ce faire dans YouTube, donc une playlist spécifique pour ça, et il faudra que je choisisse un code couleur pour que vous puissiez rapidement identifier. En gros, le gris, c'est pour les émissions en gris, ce sera pour les swing traders, les émissions en bleu, ce serait pour les intraday traders, et on va voir ce que je vais choisir comme couleur pour les traders de moyen long terme qui donc eux ne s'occupent que des cycles mensuels, et on va dire l'hebdo sera là pour affiner, mais on regardera que le mensuel. Donc on va faire un tour d'horizon de l'essentiel des actifs, donc on va faire les grandes forex, les majeurs, et on va faire les principaux indices boursiers et tout ce qui peut avoir de l'intérêt dans des stratégies moyen long terme. Donc par exemple la UDNZD, on va en parler même si c'est pas une paire majeure. Allez, donc on fera cet exercice à chaque début de mois, une fois qu'on aura les clôtures mensuelles du mois précédent. Donc là c'est fait, on a les clôtures mensuelles du S&P 500 et on attaque donc un nouveau mois boursier. Pour l'instant à la hausse, c'est l'euphorie. Sur le DAX, ça passe les 11 006, mais on va le voir juste après, donc on va regarder évidemment ce que ça donne en mensuel. Ça ne donne pas spécialement envie d'acheter à un contexte pareil. Donc un peu de patience, toujours pareil, le marché ne fait pas que monter et que baisser, il monte et il baisse, tout est affaire de timing. Donc là ça fait 3 mois depuis en gros le début de l'année, c'est l'euphorie, à savoir on oublie tous les malheurs passés et on reprend une dynamique haussière sur les indices. Bon, moi j'y crois pas une seule seconde, vous le savez déjà, mais évidemment avant d'installer un sentiment vendeur, il faut détruire le sentiment acheteur, et c'est, je pense, ce qu'on est en train de faire petit à petit, d'effriter donc ce sentiment acheteur, mais ça ne veut pas dire que pour l'instant, ce soit à faire plier. Même loin de là, je pense qu'il manque encore un petit coup de baisse pour bien leur marquer le coup, c'est-à-dire que si on devait s'arrêter là en deux phases de baisse, en mensuel, c'est terminé, effectivement. Pour moi, là, si on devait remonter, je pense qu'il faut capituler en tant que vendeur, mais je pense que si ce marché est baissier, eh bien, il va malheureusement, normalement, remettre une couche à la baisse dans un schéma baissier typique. Là, on voit bien une vague 3, c'est-à-dire que si vous comparez à ce qui s'était passé avant, là, on voit bien la préparation, la vague d'accélération avec le décrochage, le volume. Voilà, moi je suis navré de vous le dire, en mensuel, je sais, il y en a certains qui pensent qu'il faut rester acheteur tant qu'on n'a pas. Voilà, bon, moi je vous le dis, d'un point de vue mensuel, je vois une zone de très faible volume, on est dessous. C'était prévisible, enfin c'était pas prévisible, c'était possible que le DAX vienne chercher jusqu'à ces zones de décrochage. Normalement, ici, en overlap, on ne rentrera pas dans la vague 1 ou très marginalement. Ici, normalement, on doit retrouver une reprise vendeuse, théoriquement, si ce marché est baissier. Si ce marché ne l'est pas, eh bien dans ce cas-là, j'aurais eu tort. Il faudra donc réussir à installer plusieurs clôtures mensuelles, au moins une déjà au-dessus des 11 750, ce qui me semble quand même hautement compliqué dans le marché actuel. Même chose côté S&P 500, voilà, donc ça peut paraître haussier, ça peut vous paraître tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que c'est la première fois qu'on est revenu clôturer dans un contexte avec un biais baissier et un rejet d'un débordement. C'est-à-dire que si on prend le contexte mensuel, depuis le début du cycle économique, 2009, depuis le point bas, c'est la première fois qu'on déborde le contexte et qu'on revient clôturer dans ce dernier. Rappelez-vous, à chaque fois, c'est important de regarder ces clôtures. Je vais essayer de choper les outils. Ah, pourquoi j'ai plus ma barre? Voilà, hop. Donc, notez bien ce truc. Ok, vous dites chaque box ici, elle fait ça. Et regardez à chaque fois où est-ce que la box s'est amusée à clôturer. C'est très, très important. D'accord? Là, vous vous dites, hop, on est venu clôturer la box ici. Mais on n'avait pas fait le débordement. C'est-à-dire là, on commence à installer un sentiment acheteur. Ici, on aurait tout à fait pu avoir des pullbacks. Ici, il n'y a absolument aucune certitude que la tendance émerge à ce stade-là. Ce n'est que là que vraiment on peut dire, ok, il y a bien tendance. Là, on avait du QE, du fondamental, du technique. Il n'y avait aucune raison ici de chercher à vendre ce marché. Voilà, là, il fallait juste au contraire se dire une belle tendance. Et c'est effectivement là que se réalise la zone de breakout. D'accord? Et la clôture du trimestre, enfin du trimestre, là c'est même pas des trimestres, c'est des années du coup qu'on voit. Donc année après année, voilà, les clôtures annuelles se font toujours au débordement des contextes.
D'accord? Là, on clôture tout en haut, hors du contexte vendeur. C'est-à-dire que là, effectivement, les acheteurs arrachent. Même chose, hein, là, hop, ils arrachent tout. Là, on avait même du coup clôturé ici. Hein, voilà. Donc là, hop, on arrache tout. Ouais, clôture tout en haut, clôture tout en haut. Là, ah, ça commençait à donner des signes de fatigue, mais on n'avait pas tenté le débordement. C'est-à-dire que là, c'est pas un rejet vendeur du marché, c'est juste que là, ça manquait un peu de jus, on va dire. L'année suivante, clôture tout en haut. Ici, n'en parlons pas, clôture absolument magnifique. C'était l'euphorie. Et puis là, aïe, une clôture baissière. Et puis surtout, avec un débordement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, on peut mettre ses stops. Moi, je suis navré de vous le dire, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, pour moi, le S&P 500, en mensuel, il faut passer vendeur avec des stops sur les sommets. Maintenant, ça passe pas, on le verra. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça a bien chuté. Il y a du volume. Je suis navré encore une fois de vous le dire. De trouver du volume quand les prix baissent, c'est pas bon signe. C'est bon signe quand on est dans un cycle non mature. Là, moi, j'ai des phases d'accélération. C'est la deuxième. C'est-à-dire que pour moi, le breakout en mensuel, il est là. Et ça, c'est de l'excès mensuel qu'on voit très bien d'ailleurs sur les UT hebdomadaires, puisque c'est le scénario que moi je traite. Maintenant, ce scénario hebdomadaire, il faut comprendre qu'il a une logique mensuelle. C'est-à-dire qu'en réalité, là, c'est la fin du cycle mensuel qu'on est probablement en train d'avoir. Et pour ma part, c'est retour au contexte mensuel. Donc ici, j'en arrive bien aux conclusions, les mêmes que celles que je vous fais quand même depuis un bon moment, qui reviennent à dire, pour ma part, c'est game over. Je vois absolument aucune raison que ce marché puisse s'en sortir. Il peut, hein, évidemment, mais ça me semble assez peu probable. Donc, là, même constat, ça fait 2 mois qu'on remonte. Hop. Voilà, donc janvier, février, c'est bullish pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais est-ce qu'on est revenu sur les niveaux de décrochage? Eh ben non, voilà, la réalité c'est ça, c'est que pour l'instant, il n'y a rien du tout qui permet de constituer la reprise haussière de ce marché, aussi violent que ça puisse paraître, d'accord? Alors, ce n'est pas une capitulation baissière, on ne tient pas les clôtures en bas en mensuel et on les invalide rapidement depuis le mois de janvier, avec un énorme mois de janvier, d'accord? Mais ceci n'est pas une structure de constitution de support. Ça aurait pu l'être si on avait clôturé en bas. Parce que là, en fait, voilà, en structure de chandelier japonais, si tout ça, ça n'avait pas existé, d'accord? Si tout ça, c'était de la black box, d'accord? À savoir, si on avait clôturé en bas et refait ça la fois suivante, ça c'est un arami haussier, ça c'est une structure de renversement. Ça veut dire les bears ont tenté tout ce qu'ils pouvaient, ils ont tenu la clôture et les bulls ont tout repris sur le mois suivant. C'est pas le cas. Là, ça veut dire qu'on a réussi à enfoncer des supports mensuels, à clôturer dessous. Hein, c'est ça qui est important, mais on est quand même encore un peu indécis, on ne veut pas non plus tout de suite passer ultra bear. En gros, ça retrace bien le sentiment que j'ai. Pour moi, le momentum en mensuel, il est complètement arraché et il nécessitera des consolidations plus profondes. Pour moi, il faut qu'on passe en cycle baissier mensuel, c'est-à-dire un momentum vendeur. Pour l'instant, on n'a absolument rien du tout. Sur du mensuel, le momentum n'est pas du tout vendeur. Il est baissier, d'accord, il est orienté à la baisse, mais il n'est pas encore passé en zone négative. Donc pour moi, en mensuel, il reste des phases de baisse à constituer assez conséquentes. Type là, hein, voilà, c'est ça, une baisse en mensuel, c'est ça, hein, c'est un momentum vendeur mensuel. Donc pour moi, c'est un bear market à venir, quoi qu'il arrive, et je reste dans ces scénarios-là sur les indices pour les UT swing, à savoir donc des invalidations sur les sommets historiques, puisqu'on a bien un rejet ici. L'autre option, je vous dis, c'est dans ce cas-là, ça marche, et dans ce cas-là, on ira chercher un débordement des contextes. Soit derrière une bulle s'installe et on enfonce comme des teubés. C'est-à-dire on accélère encore plus vite qu'on avait pu le faire ici. C'est possible, ça me paraît extrêmement peu probable, mais pourquoi pas. L'autre option, c'est tout simplement donc un test. C'est un test et un échec, c'est-à-dire une nouvelle fois on revient tester et on revient clôturer dans la partie basse et à l'intérieur du contexte vendeur, voire pire, sous le contexte vendeur. Le support du contexte se trouve là. D'accord? C'est-à-dire que si on fait ça, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que là, derrière, c'est vraiment game over. Et là, on ira plus loin, parce que comme il y aura eu excès haussier, ça nécessitera un excès baissier. Donc la grande question, pour moi, c'est ça. C'est de savoir, est-ce qu'on a le jus pour renvoyer une sauce côté américain ou pas? Moi, j'ai l'impression que non. Maintenant, je peux me tromper. Si je me trompe, moi, je ne favorise pas ce scénario-là. Je me laisserai pas vendeur avec le risque de subir un truc pareil. Donc en gros, moi, en cas de rejet de sommet historique, en cas de retour au sommet historique, je ne ferai plus rien. Je surveillerai éventuellement du coup la zone en débordement mensuel des 3047, d'accord, la sortie
à nouveau du contexte vendeur pour tenter des débordements comme ça, mais il faudra être conscient qu'il faudra le faire sur des UT mensuelles. Pour moi, si on revient là, il ne faudra pas appuyer sur les boutons trop rapidement en daily, il faudra vraiment attendre un avalement baissier en mensuel pour reprendre des trades sur cassure. Ok? Donc en mensuel, gardez ça en tête. Dans le cas où on fasse ce scénario-là, celui que normalement vous avez cru comprendre, c'est pas du tout celui que je favorise. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas, ça veut juste dire que dans ma gestion des probabilités et mes projections de scénario, je ne favorise absolument pas ce scénario-là. Il peut très bien se produire. S'il se produit, je vous dis, dans ce cas-là, je ne le traiterai pas sur signal technique, mais uniquement sur signal de prix, à savoir, je veux un triangle rouge. Okay, si on s'amuse à jouer à ça, je veux qu'on vienne ici et je prendrai le triangle rouge en avalement baissier mensuel de la bougie précédente. C'est tout ce qu'on pourra faire pour l'instant. Je pense qu'il faut ne pas se favoriser sur ce scénario-là, rester sur le biais baissier que j'ai et que je maintiens. Sur le Dow Jones, c'est la même chose, c'est le même constat. Hein, c'est-à-dire que là, même chose, des bougies mensuelles qui font des clôtures assez puissantes. Vous regardez comme ça ne donne pas envie d'acheter. Hein. Enfin, là, il y a bien des clôtures actées. Si vous regardez sans les bougies, il y a bien des gros décrochages. On voit bien ici la phase d'extension complètement parabolisante où le canal de tendance est en décrochage complet et où ici, on voit bien les phases de breakout, la première, et là, la dernière en extension complètement folle. Pour moi, ça, c'est une fin. C'est une fin de tendance, en tout cas c'est un excès de marché assez puissant. Et en tout cas, moi je veux clairement pas être à l'achat de ce genre de marché. À la vente, oui, mais dans ce cas-là, avec beaucoup de prudence. Le DAX, on l'a vu. Allez, un petit point CAC 40 quand même, on va le faire, histoire de dire bonjour à notre bon vieux pote, le CAC 40. Donc en mensuel, alors là c'est quand même magnifique, donc un gap haussier mensuel, ça m'étonnerait qu'on tienne ça bien longtemps. Mais on va voir. Donc un signal potentiel, d'accord, de reprise de tendance en mensuel. Bon, moi ça me paraît quand même très hésitant comme schéma, surtout que je vois bien mon bon vieux schéma habituel, hein, de type vague 1, 2, 3, 4, 5, donc un schéma haussier complet qui me laisse à penser qu'avant de reprendre du jus pour aller plus haut, il va falloir au moins du temps, voire 2 phases de baisse. C'est-à-dire, moi je ne rachète pas du CAC avant au moins un an et demi, et il faut espérer tenir les zones de prix. C'est-à-dire que moi je ne paye pas la tendance quand elle me semble extrêmement mature. Donc voilà, là il y a ceux qui vont nous jouer le coup, c'est-à-dire qui vont nous dire mais il y a des signaux de tendance sur un canal potentiel de tendance, un canal que tout le monde a vu, hein, c'est-à-dire que je peux comprendre la résilience acheteuse qui consiste à dire mais non, on va pas quand même casser des canaux mensuels. Moi je pense que si, on va les casser, mais effectivement le rebond ne me surprend pas outre mesure. Voilà. La tentative de sauver les meubles, elle est même normale. C'est-à-dire qu'avant qu'un marché passe baissier, il faut bien insister, le marché va d'abord lutter. Le marché n'aime pas baisser, et le marché n'est pas conçu pour baisser. Donc avant de baisser, il va essayer de monter au maximum, et c'est en échouant de monter qu'il constituera du coup un marché vendeur. En gros ici, pour moi c'est le dead cat bounce. C'est un peu comme on faisait à l'époque, on chute un bon coup, on remonte, on tente, et ça passe pas, et merde. Et c'est là, effectivement, que viennent les réels problèmes derrière. En gros, pour moi, ça chute, et bam. Voilà. Pour moi, le CAC 40, il y a des stops à venir chasser à 4002. On est à 5002, c'est-à-dire 1000 points de CAC à enlever. Moi, je pense que ça peut se faire sans problème. C'est pas la fin du monde, encore une fois. Hein. Je vous rappelle que ça paraît énormissime, ça fait 20% de baisse. C'est pas le cataclysme boursier de la fin du monde que certains peuvent imaginer. Sur l'Eurostoxx 50, exactement le même constat. À chaque fois que l'Eurostoxx 50 est encore plus baissier que les autres. Donc là, il faut vraiment faire attention quand même, hein, sur la partie Eurostoxx 50 qui est très pondérée, enfin qui est beaucoup plus pondérée évidemment par des aspects italiens et espagnols qui sont donc pas nécessairement en très grande forme. Et là, ça se passe pas très bien. Hein. C'est-à-dire que là, même chose. Hein, moi, je suis pas super chaud pour acheter ce genre de truc quand je vois la structure globale que ça a, où on a réussi à casser des supports, on casse pas les résistances, on est sous des lignes de tendance assez magistrales, pas celle-là dans ce cas-là, mais celle-là, sous des lignes de tendance mensuelles, donc c'est moche, hein, enfin ça ne donne pas envie d'acheter, quoi. Et de se dire, bon, bah voilà, là dans le mieux, on est sous des anciens supports qui ont cédé, en mensuel, hein, on ne parle pas de bougies 5 minutes, là. Donc voilà, là, moi j'ai du mal à imaginer que ce marché-là soit haussier. Voilà, j'ai plutôt beaucoup plus de facilité à imaginer que ce marché va venir chercher son contexte à terme, puisque ça me semble beaucoup plus vendeur que les autres sur la partie Eurostoxx 50. Sur la partie FTSE, alors donc là c'est même chose, hein, c'est de dire tout le monde, hein, en fait c'est de dire
tout le monde essaie de sauver les tendances mensuelles. Ce qui est normal, hein, ça revient à dire ah ouais, mais non, mais attendez, c'est quand même pas tout de suite la récession. C'est vrai, mais elle va arriver. Hein, donc au bout d'un moment, il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire que c'est pas le moment de foutre des actions dans son portefeuille. C'est plutôt le moment de se dire bon, effectivement, il y en a qui sont prêts à acheter ça hors de prix, bah, vendons-leur. Hein, voilà, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Si vous avez des actifs boursiers en portefeuille, c'est le moment de les vendre. Voilà, c'était le moment de les vendre l'année dernière, et Dieu sait que je vous ai quand même plus qu'alarmé sur ça. Bon, maintenant que ça commence à tomber, normalement, c'est le moment où il ne faut pas jouer le biais de dire on continue toujours la tendance ad vitam aeternam. Je peux comprendre que certains aient remis un peu d'actifs dans les portefeuilles, mais ceux qui ont racheté les bottoms sont ceux qui les ont vendus ici. C'est-à-dire, en gros, ils ont fait le vide dans le portefeuille, ils rachètent un petit coup et ils vont revendre sans viser le sommet historique. Moi, je pense que c'est ce que font les gérants en ce moment. Ils ont racheté un peu le support parce que c'est pas tout de suite la fin du monde, hein. Mais je pense que petit à petit, on dégrade. C'est-à-dire que l'euphorie, elle est passagère et elle ne permet plus de franchir les résistances. Donc, ça devient problématique. Quand on franchit plus les résistances et qu'on franchit les supports, c'est qu'on est, pour moi, en tendance baissière. Donc, je pense qu'il faut maintenir ces biais baissiers pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre. Le FTSE est donc parmi les plus baissiers, hein, mais vous avez bien compris le principe, c'est de dire tout le monde lutte sur les objectifs tendanciels et tout le monde va finir sur ces contextes. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que l'objectif en mensuel, horizon plusieurs années, horizon récessif, c'est de viser les contextes mensuels. C'est-à-dire que pour le FTSE, ça fait 20% de baisse, hein, voilà, parce qu'il faut quand même vous imaginer que ces contextes vont remonter, hein, voilà, et qu'on ne va pas les atteindre tout de suite. C'est vraiment un schéma comme ça, voilà. Donc, ça prendra du temps. Hein. Pour moi, les baisses ne vont pas nécessairement arriver tout de suite, mais on arrive sous des objectifs vendeurs, et je pense que dans ce cas-là, la première des choses à faire, c'est de ne pas s'amuser à acheter, et de ne surtout pas prendre le risque qui vous oblige à racheter vos positions vendeuses si vous vendez. Donc vraiment rester très large, on est sur des horizons de trading hebdomadaires et mensuels, raison pour laquelle il fallait garder des stops très très larges aux US comme ailleurs. Hein. Moi de toute façon, je vends tous les indices. Voilà. Donc y a pas... Moi j'attends maintenant les validations de prix, c'est-à-dire le moment où en mensuel, on va réorienter les prix à la baisse. Mais déjà en hebdomadaire, on devrait chercher des premières reprises vendeuses. Même chose sur le Nikkei, donc 2 mois d'euphorie et on tente tout de suite le débordement par un 3e mois de hausse. Donc l'objectif est toujours de dire consolidons un maximum, mais on ne franchira probablement aucune résistance sur ces marchés. Donc voilà, pour moi, les momentum ici sont très clairement orientés à la baisse et je pense qu'on n'est pas fini du tout sur la partie Nikkei. Et raison pour laquelle je m'attaque toujours au yen et je pense que le Nikkei en souffrira. Même chose, hein, ça peut très bien prendre encore 2-3 mois comme ça à plat avant de rebaisser. Moi, je m'en fous complètement. Hein. Je pense que mon portefeuille restera orienté à la vente tant qu'on n'aura pas retrouvé les contextes. Donc sur le Nikkei, par rapport à la zone de prix actuelle, on peut espérer des baisses de 30 à 35%. Donc là, il y a des rendements très intéressants à la vente sur le Nikkei. Ça me semble être parmi les indices les plus intéressants à vendre. Et la panique ne viendra qu'après. Hein. Encore une fois, on en est peut-être qu'à ces stades-là, c'est-à-dire le moment où on essaie de sauver les meubles avant le cataclysme. Et le Nikkei, quand ça tombe sec. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut jouer sur les marchés actions actuellement. Et donc très particulièrement, targeter 2 indices qui sont comme par hasard, les plus haussiers. Moi, je pense qu'il faut targeter des ventes sur le S&P 500, parce que regardez où se trouvent les supports du S&P 500, hein, c'est pareil, c'est 30-35%. Là où je pense que, honnêtement, sur les parties européennes, les objectifs sont beaucoup moins ambitieux. Je pense sincèrement que la zone européenne, si on lâche 20-25% de plus, c'est terminé. Ici, il faut arrêter de vendre le DAX, il faut arrêter de vendre les CAC et les Eurostoxx 50. Nous, on a déjà bien amorcé les phases de baisse. Les poursuites baissières me semblent faibles aux US, en Europe, beaucoup plus fortes par contre aux US. Un rattrapage mécanique. Ils font tout pour sauver les meubles, mais si ça tombe, c'est eux qui rattraperont le retard. Donc il faut bien comprendre que certes, je suis en train de vendre les actifs les plus haussiers, et ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est tout simplement parce que, pour moi, le risque, c'est le même partout. C'est soit il n'y a pas de récession et on va tout arracher à la hausse, et dans ce cas-là, autant acheter les indices européens qui rattraperont leur retard, puisqu'ils ont accumulé beaucoup de baisses, mais acheter des US, ça me semble complètement con. Enfin, le scénario de dire on achète le plus haussier, on vend le plus baissier, c'est bien, mais ça c'est ce qu'on fait en tendance. Là, on a bien compris qu'on n'était pas en tendance, qu'au pire, on va essayer des extensions de tendance ou des excès globaux de marché. Donc dans tous les cas, moi l'excès, je ne veux pas en être, je ne veux pas en faire partie. Les excès sont extrêmement dangereux en termes de liquidité, et très sincèrement, si on s'amuse à recréer une bulle sur les actions, autant vous dire, j'ai pas vraiment envie d'avoir des actions en portefeuille en attendant que le couperet tombe. Shanghai, on va voir.
Donc même chose, là, des belles reprises, hein, ça tente des belles reprises en mensuel, c'est très très fort, mais en attendant le momentum, il reste vendeur, et que ça vous plaise pas, je peux comprendre, mais la réalité, elle est que ce marché-là, pour moi, il est dans un cycle baissier, c'est-à-dire que c'est pas fini, et je vois une structure qui m'invite pas spécialement à être acheteur, c'est-à-dire que la même chose, je pense qu'on vise des contextes et le support du canal de tendance, c'est-à-dire là, je pense des cassures de contexte à venir. Donc ici, je pense qu'en la Chine, c'est ça l'objectif, et derrière, on rachète. Objectif en mensuel, donc moi c'est viser ces zones-là, sous les 2000 points pour le Shanghai Composite, donc ça fait des nouvelles dégradations de 30% peut-être à venir sur les marchés chinois. Le Hang Seng, qui est un marché quand même un peu plus haussier, parce que là on est sur la plaque tournante de Hong Kong, là je pense qu'on arrivera difficilement, mais je pense qu'on peut quand même revenir chercher la ligne de tendance majeure pluriannuelle sur les supports de contexte mensuel, puisque là, même chose, hein, je vous laisse regarder, voilà, hop, ça c'est typique d'un marché qui n'est pas haussier. Là, regardez, hop, ça passe, et ça passe comme dans du beurre. Et on vient, regardez, le contexte est là, et la clôture ici de l'année se fait ici. C'est-à-dire que là, ici, on arrache complètement le contexte vendeur, et on tient des clôtures en haut. Bon, là, c'était une complète bulle, donc elle s'est effondrée derrière, mais on est dans un range depuis. Et là, imaginez que ça, c'est à l'aube d'une tendance, mais j'y crois pas une seconde. C'est aussi con que d'imaginer qu'il fallait acheter à l'époque ici. Pour moi, c'est ça le marasme actuel. C'est-à-dire que le Hang Seng, il a encore de la marge en retracement, il peut très bien monter encore d'une dizaine de pourcents, hein, et venir retester éventuellement, de venir rejeter une nouvelle fois dans le contexte vendeur, 4-5% de hausse de plus sur le Hang Seng. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est ça le schéma, pour moi, le risque à terme, c'est ça. Donc, c'est de dire, on peut faire mumuse comme on avait fait à l'époque, un petit rebond, mais moi je pense que ce qu'on vit là, hein, c'est le rebond du chat mort, c'est le truc qui remonte un coup, on se fait 61% de retracement, et zou, derrière on se casse la gueule, direction les contextes, et puis des fameuses récessions. Là, à ce stade-là, moi en mensuel, toute la technique invite à de la baisse, et à des retours vers les contextes mensuels, c'est-à-dire des schémas récessifs. Tout ça, on a vu. Allez, le Nasdaq, on va le regarder quand même, parce que lui, il est quand même absolument magique. Quand je vois des gens qui achètent ce truc-là, je me dis, waouh, bordel de merde, comment vous pouvez faire un truc pareil? Voilà, quel est le contexte habituel auquel on peut comparer ça? C'est ça, hein. Donc, il y en a qui me disent, ouais, mais je pense qu'il nous reste encore des phases de hausse. Non, 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 non. C'est juste, c'est extrêmement piquant. La bulle sur le Nasdaq, elle est extrêmement mature. C'est l'enfer. Là, un truc pareil, je veux dire, vous pouvez pas. C'est la même chose. Débordement des contextes, d'accord? On vient déborder, on fait l'excès et on revient clôturer dans le contexte. C'est absolument mort. Un truc comme ça, normalement, ça ne part pas retourner chercher les sommets. Ça vient juste faire mumuse un petit moment, comme on l'avait fait à l'époque, la même chose, le débordement, et on revient clôturer où? Ici. Là, tac, 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 voilà, là, carrément, on avait déjà rejeté à l'époque. Ok, mais faites attention, bon sang, c'est bear ce truc, c'est bear comme ça on peut plus, ça crie le bear market, mais non, tout le monde est dans ce nouveau paradigme de la banque centrale va nous sauver. Bon sang, personne va nous sauver, il faut arrêter d'être cons les gens, enfin sans déconner. Quand tout indique que ça va se péter la tronche, faut pas être le dernier acheteur d'une tendance, quoi. Mécaniquement, là ici, il y a tout qui indique des baisses, macroéconomiquement, tout indique des baisses, et les gens pensent qu'il faut acheter. Nom de Dieu, je comprendrai jamais ce mécanisme-là, mais bon, l'être humain est surprenant de bêtises par moment. Donc même chose sur le Russell, hein, donc on a bien cassé les lignes de tendance mensuelles après que les breakouts aient déjà été réalisés. Encore une fois, je vous invite à supprimer les prix si vous avez du mal. C'est là la vague de tendance, c'est là la vague 3, ce qui fait que ça, ce sont des vagues en excès, tout simplement. Et les excès, on ne les achète pas, les excès, on les vend. Donc ça, c'est là où on vend, c'est là où les institutionnels sont en train de revendre les actions qu'ils ont achetées en 2009. Et qui achète ces actions? Des particuliers via des ETF et des gens qui ne comprennent rien à la gestion du risque, ou du moins pas grand-chose. Donc faites très attention à ces biais psychologiques induits. Quand ça va baisser fort, parce que les gens qui détiennent ces actions ne sauront pas gérer le stress. Donc là, on peut peut-être passer quelques mois, je vous dis, à faire mumuse, je m'en fous. Pour moi, la direction, c'est qu'il n'y a rien à acheter sur les indices boursiers, c'est-à-dire sur les actions de manière mondiale, il n'y a rien à acheter nulle part avant plusieurs trimestres, et à moins attendre qu'on vienne chercher tous les contextes vendeurs. Sur le Russell, même chose. Ici, il y a 40% de baisse à prendre. Sur les US, moi, c'est pas compliqué. C'est US et
Hang Seng et Nikkei, c'est là qu'il y a le plus de pognon à faire à la vente. C'est le même risque pour tout le monde. Soit je me trompe, il n'y a pas de récession et on repart dans un schéma complètement euphorisant et à mon avis c'est une bulle boursière qui va se créer puisque il y a déjà tellement de liquidités et une prise de risque tellement exacerbée que si on parvient à monter, c'est que probablement on va rentrer dans un schéma de pure bulle. En gros, la everything bubble, ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il y a déjà des bulles immobilières, il y a déjà des bulles de crédit. Il y a déjà une bulle sur les actifs financiers, hein, puisque je veux dire, il y a une inflation boursière qui est quand même assez impressionnante. Et à côté de ça, on décidera d'aller encore plus loin. Alors tout est possible, hein, je vous dis, dans un excès de marché, il n'y a de limite que la bêtise de ceux qui achètent ces actifs-là et qui ne pourront pas en sortir, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, ce qui m'importe, et il faut que vous compreniez ça, c'est très important, ce n'est pas le résultat latent d'une position, ce qui m'importe, c'est la fin. D'accord ? Un gain, il est là quand il est dans votre compte, une perte également. C'est-à-dire que moi, je m'en fous qu'un trade commence par une perte tant qu'il finit par le gain et que je n'ai pas pris un risque débile pendant la phase de perte. De même que il y a le raisonnement inverse que beaucoup font, malheureusement, et qui est une énormissime erreur, qui revient à dire « tout va bien, mes positions sont gagnantes, je remonte mes stops, et il n'y a pas de souci ». Alors je vous dis, faites gaffe, parce que déjà on est dans un contexte de liquidité jamais vu par le passé, mais alors absolument jamais vu, et pire que tout, si jamais on s'amuse à faire une bulle comme ça, d'accord, admettons, dans ce cas-là, vous vous dites, allez, sommet historique, je veux faire partie du jeu, j'achète les marchés actions. Voilà, vous les achetez dans un contexte où il y a plus de liquidité qu'on n'a jamais pu l'imaginer avec des multiples complètement fous, donc il y a une bulle de liquidité. La liquidité, je vous ferai un cours là-dessus un jour, mais faites très attention. Ça veut dire que si vous vous amusez à trader des marchés actions illiquides, c'est-à-dire en gros ça achète mais c'est des petits volumes et il n'y a plus personne qui est intéressé, en gros on monte très vite parce qu'il n'y a plus de vendeurs et que de très petits acheteurs, de très petits volumes acheteurs permettent de faire monter les capitalisations, ça c'est autre chose que le Bitcoin les gars derrière. Je préfère vous dire un truc, s'il y a une crise financière et un Black Swan qui arrive derrière, les actions, d'accord, les volumes qui sont mis dans les actions ici, le niveau de liquidité, le niveau d'exposition des acteurs boursiers fait que si ça couine, il suffit d'une baisse de 20%, et vous savez comment ça se passe, hein, quand ça chute, une bulle quand ça explose, c'est pas 20%, c'est 30 à 40% en quelques jours. Si vous faites ça, c'est tout le système financier qui implose. Ce qui veut dire que si vous avez mis vos stops à break-even ici, et que le marché ne cote pas, d'accord ? Parce que la vraie différence, c'est que vous partez du principe que vous trouverez toujours quelqu'un pour acheter vos ventes. Laissez-moi vous dire que non. Non, non, non. S'il y a une vraie crise financière avec le niveau de liquidité fictive qui existe, c'est-à-dire en fait on a la moitié du marché aujourd'hui qui n'existe pas, qui est basé sur de la dette qui ne sera jamais remboursée et qu'on espère un jour réussir à rembourser avec toujours plus d'inflation. Mais je vous dis, on est dans un processus hyper inflationniste qui se terminera par une énorme déflation. La déflation, ça veut dire qu'on va détruire de l'argent. Si vous êtes exposé là où l'argent se trouve, votre argent sera détruit. En partie, hein, il n'y a pas tout qui va disparaître, mais vous allez vous prendre une carotte immédiate de 30-35%, et que vous ayez mis un stop-loss dans le marché ou pas, le marché n'en aura strictement rien à foutre. Il n'y aura plus de marché. Il faut que vous soyez conscient que les cotations, elles vont se faire pendant 2 minutes à l'ouverture des marchés, s'il y a une vraie crise de liquidité, et tout simplement, vous n'aurez accès à rien du tout. Vous aurez des actions et vous n'aurez personne pour vous les acheter. C'est-à-dire que le jour où vous réussirez à les revendre, vous les revendrez à qui veut bien les acheter, et j'aime autant vous dire que ça risque d'être assez bas, s'il y a une panique financière. Donc, ayez conscience du risque. Ce n'est pas pour vous dire ça va absolument mal se passer si vous achetez des actions, ça veut juste dire ayez conscience du risque qui n'est pas celui que vous percevez. Le risque aujourd'hui de détenir des actions, si on va dans un schéma de bulle complète, hein, et si ça monte comme des teubés, je vous dis, le risque, il sera très dangereux parce que malheureusement sous-estimé par la plupart des acteurs qui seront investis dans ces marchés. Tout le monde pensera qu'on pourra revendre sans problème, je vous le dis, et ça, soyez clairs là-dedans, tous les milliards qui ont été injectés par les banques centrales, c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent dette, c'est de l'argent qui permet de faire monter les bulles boursières. Le jour où ces bulles explosent, si elles explosent dans un schéma d'excès complet, soyez prêts à ce que ça perde 40% des valeurs de manière immédiate, avec des gaps baissiers, c'est-à-dire des prix qui ne vous seront pas proposés. Vos stop-loss ne seront pas déclenchés au prix où vous les avez placés. Vos stop-loss, ils seront déclenchés au prix où quelqu'un voudra bien acheter vos ventes.
Et je préfère vous dire que ça risque de se passer très loin de vos prix d'entrée. Donc, ne vous imaginez pas que acheter et avoir une position gagnante 99% du temps, c'est ce qui vous gagnera, c'est ce qui vous rapportera un gain. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est la finalité de la position, le moment où la position est clôturée. C'est là où vous avez un gain, où vous avez une perte. Que votre position elle ait été en gain 99% du temps pour que ça se termine par un cataclysme le dernier pourcent du temps, ça reste une position perdante. C'est peut-être plus confortable d'avoir une position gagnante 99% du temps, mais sincèrement, moi je préfère l'inverse. Je préfère une position qui est perdante 99% du temps, mais qui rapporte un gain le dernier pourcent. Ce qui m'importe, c'est le gain. Il faut que vous compreniez ça, et c'est ça qui est important. Le confort d'une position latente positive, c'est chouette, c'est toujours plus appréciable que d'avoir à supporter une perte latente, mais la seule chose qui compte, c'est la réalisation du scénario. Votre scénario, c'est de récupérer un gain. Il faut bien que vous soyez conscient de ça, c'est très très important. Donc faites très attention à ne pas minimiser le risque. Moi je vous alerte parce que je vois clairement ce risque sur la liquidité, et le risque systémique, il est encore plus fort qu'on ne l'était en 2008. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est même pas de l'inflation qu'il faut sortir si jamais les bulles explosent, c'est espérer que les gens ne perdent pas confiance dans le système financier. Voilà, c'est ça la réalité. Moi je pense que ça ira. C'est mon biais personnel, et qu'on ne va pas non plus vers un cataclysme boursier sans nom, mais je pense qu'il ne faut pas non plus écarter cette possibilité. Voilà. Pour moi, le risque aujourd'hui, il ne faut pas du tout l'ignorer, il faut en être conscient, et il ne faut surtout pas se positionner dans les endroits où les marchés sont à risque. Ok ? Voilà, quand vous voyez par exemple du Hermès, on n'est pas supposé faire ça, mais quand vous voyez Hermès en mensuel, on est en mensuel là, hein, donc, en mensuel, vous voyez bien les zones de breakout, c'est déjà des excès manifestes, hein, on supprime les prix, c'est-à-dire quand vous voyez un truc comme ça, vous dites ok, ouh, ça déjà c'est un peu fort, d'accord, c'est un peu costaud comme type de décrochage, mais admettons, là le deuxième décrochage, c'est quoi? Ben, c'est qu'on est dans une grosse bulle, vous voyez bien les schémas paraboliques, donc ça on ne prend que des ventes là-dedans, on laisse ceux qui veulent acheter ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ces gens-là vont avoir des positions latentes gagnantes 79% du temps, 80% du temps. Quand ça va baisser, ils perdront tous leurs gains d'un coup, voire ils passeront en perte. Bon, bah, si vous voulez, moi je préfère prendre quelques ventes, une, deux, trois ventes, tenter le coup à la vente, même s'il faut m'y reprendre deux, trois fois et prendre des petites pertes. Le jour où ça va passer, moi c'est un gain immédiat et il sera énorme. C'est ça la différence. Après, moi je préfère trader comme ça, c'est ma vision des marchés. Je n'ai pas dit que c'était la bonne, mais je dis juste attention à ne pas faire ce biais-là, de préférer le confort d'une position latente en gain au risque de tout simplement terminer avec une perte, hein, voilà, ou tout simplement de voir ce gain s'effriter. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'une position latente en gain, elle doit avoir des objectifs clairs, et que dans un contexte très faible liquidité, il faut faire extrêmement, enfin, dans le risque de contexte de faible liquidité à venir, il faut faire très très attention aux stratégies acheteuses qui consistent à dire j'achète et on verra bien et je remonte les stop loss. Voilà, c'est ça l'avertissement qu'il faut comprendre. Sur les UT mensuels, on est sur des excès manifestes sur beaucoup d'actifs boursiers et sur les indices, ce qui laisse à traduire que s'il y a une panique, ça risque d'avoir un effet systémique assez rapide, et évidemment je préférerais éviter que vous soyez dans ces poches systémiques qui pourraient manquer cruellement de liquidité. Les Bund, eh ben, no comment, hein, voilà, c'est bien, on se rapproche de l'expiration et ça se pète la tronche, c'est bien ce que je pensais, mais on y va doucement mais sûrement. Il reste encore quelques journées à côté sur ces marchés, et j'espère que ça baissera plus que ça. Un petit tour sur les cryptos en mensuel. Alors on va remettre les bougies, hop, alors ça, on s'en fout. Voilà, donc en mensuel, ça fait 3 mois de suite que nous cassons les plus hauts mensuels sans casser les plus bas. Alors là, je ne sais pas si on a réussi à casser ou pas. Donc attention, ce n'est pas non plus super euphorisant. C'est-à-dire que ce mois-là, il est très important. Soit il est haussier, soit il est baissier. Dans le sens où je pense que là, on ne refera pas une bougie d'hésitation. Ça fait 3 mois d'hésitation sur l'Ethereum. Je pense que tant qu'on maintient ce bottom-là, tout va bien. Si ça rechute, c'est pour casser le bottom, et donc probablement $50, les différents supports qu'on avait vus. Je pense très sincèrement qu'on n'y va pas. Bon, ça c'est mon biais à moi, maintenant je n'ai pas dit que j'avais raison. Tout ce que je dis, c'est que là, de toute façon, en mensuel, il n'y a pas suffisamment d'historique pour ne serait-ce que dessiner des contextes. Voilà. Donc là, pour moi, c'est de dire, bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tendance, c'est un marché qui se cherche, mais si on arrive à constituer un support ascendant ici, je pense que très rapidement, ce marché ira rechercher sa borne opposée.
C'est-à-dire qu'en manque d'informations, c'est pour moi la zone des 900 $. Donc je maintiens toujours mon biais vers ces objectifs-là à moyen long terme sur l'Ether. Sur le Bitcoin qui a un petit peu plus d'historique, hop, alors là on va même essayer d'aller chercher un Bitcoin où j'ai plus d'historique que ça. BTC USD, qui sait quel plus d'historique? Je crois que c'est Bitfinex. Non, alors Bitstamp pas de l'historique, mais voilà. Donc là en mensuel, on a effectivement quelques informations de contexte. Bon, là c'est quand même bon, c'est pas suffisamment, c'est pas exploitable, c'est trop volatile. Là, vous voyez, les indicateurs n'arrivent même pas à suivre sur ces contextes mensuels. Donc là, pas assez, voilà, pas exploitable pour le mensuel. On peut pas encore faire d'analyse long terme là-dessus. Mais là, par contre, on peut donc voir, c'est le premier mois. Par contre, Ethereum avait déjà réussi à casser son plus haut mensuel le mois précédent. Le Bitcoin, c'est la première fois qu'il le fait avec une clôture donc positive. Et là, ce qui est bien, c'est il faut constater qu'on a un avalement du corps du chandelier. C'est-à-dire que là, on vient de clôturer au-dessus du cours d'ouverture du 1er janvier. Ça, c'est un élément positif. C'est pas un élément ultra boule, mais je dirais que dans la balance, là, ça laisse plus ou moins penser que ce mois va très probablement essayer de plus rapidement tester la résistance que de tester le support. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais je dirais que ça fait pencher la balance sur du 70-30, de plutôt tenter le débordement de la résistance que celui du support. Donc là, on va voir, le début du mois va être extrêmement intéressant sur les crypto-devises. Et moi je garde donc pour l'instant mon biais haussier puisque les UT intermédiaires, donc de plus court terme, me laissent toujours à penser que les flux restent orientés vers le nord. Qu'est-ce qu'on avait dit? Allez, Forex, on va essayer de ne pas trop traîner, on est déjà à 35 minutes. Donc le Forex en mensuel, on supprime toutes les informations, on dézoome un petit coup. Donc l'euro-dollar en mensuel, absolument rien d'intéressant, soit ce marché vient vers cette direction-là, ce que je maintiens, c'est-à-dire soit l'euro-dollar garde un biais baissier, soit l'euro-dollar a constitué son support ici, d'accord, et dans ce cas-là, c'est hop, ça passe pas, on revient mettre un coup ici, histoire de... et on repart dans le contexte vendeur, soit je me suis trompé, l'euro-dollar est baissier, c'est-à-dire pour moi c'est vraiment, il n'y a que deux directions dans ce marché. Pour l'instant, le canal de tendance étant orienté à l'achat et étant sur un support Fibonacci mensuel, je pense qu'il faut rester à l'achat de ce marché. Maintenant, il faut être conscient que ça reste quand même très hésitant, mais la clôture mensuelle pour l'instant, même baissière, d'accord, se fait avec une mèche basse, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus des 50% du chandelier. Donc pour l'instant, je dirais un biais légèrement haussier, mais si ça rechute sur l'euro-dollar, il faudra invalider. Donc là, il y a bien pour ma part, sur des scénarios swing, des invalidations claires si on va chercher le plus bas mensuel. Il ne faut pas le faire. Ok ? Ça casse, moi je sors sur l'euro-dollar, et dans ce cas-là, j'attendrai de racheter beaucoup plus bas, ou en tout cas, j'attendrai un avalement haussier. Si on fait l'avalement haussier ce mois-ci, c'est-à-dire si l'euro-dollar fait hop et vient casser les 1,1486, on va d'ailleurs le mettre en mensuel immédiatement. Voilà, bon voilà, je vais déjà noter ces niveaux, c'était pas un secret quoi. Ici, je pense qu'on atteint les niveaux de validation des scénarios de reprise acheteuse. Où se trouve la validation? Voilà, hop. Ici, c'est vraiment les scénarios de validation. Et vous voyez, j'avais déjà mis mes alertes, buy breakout. C'est-à-dire pour moi, ici, il y a effectivement des validations claires des scénarios haussiers sur l'euro-dollar. En gros, si on fait ça dès le début de mois ou dès que possible, moi, je validerai mes scénarios. Je commencerai donc à passer leveragé sur l'euro-dollar. GBP-USD, c'est la même chose, mais en encore plus haussier. C'est-à-dire que là, pour moi, on a vraiment anticipé encore plus ce qui me semble à venir sur la partie euro-dollar, c'est-à-dire déroger dans les contextes mensuel ici, tout comme on avait pu le faire à l'époque, une petite phase de pullback ici derrière, et puis on repart. Sauf que là, on était encore dans un schéma baissier, deux vagues de baisse. Rappelez-vous, dans un range, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Deux vagues de baisse. Donc je pense que là, on a purgé la phase de baisse qui a commencé depuis novembre 2007. Ça veut dire une baisse de 10 ans, qui a duré 10 ans jusqu'en 2017. Je pense qu'on est fini avec cette baisse. Il y a des petites consolidations possibles, c'est-à-dire qu'un marché comme ça, on peut très bien rebaisser un peu sur le GBP-USD, mais je pense que dans tous les cas, la direction, c'est fameusement 1,45, revenir tester les différentes résistances, et moi je pense qu'on vise un retour vers les moyennes de prix, c'est-à-dire les prix médians, les prix tradés, et je pense qu'on vise la zone des 1,50 à terme sur GBP-USD, et un retour de notre ami le contexte vendeur à moyen terme, et évidemment, on pourra éventuellement rentrer dedans. Voilà. Donc pour l'instant, moi, je reste en faveur des hausses, tant que c'est orienté dans ce sens. J'ai évidemment plus de GBP-USD que d'euro-dollar dans le portefeuille pour l'instant, puisque c'est celui qui a validé le plus vite. Donc GBP-USD, je suis déjà en train de commencer à mettre des leviers pour ma part.
d'augmenter en tout cas mes expositions. Alors l'USD-Yen hier, absolument rocambolesque. Ça faudra m'expliquer, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc l'USD-Yen, je suis toujours à la vente. Pour l'instant, pas invalidé. Les stops étaient donc très loin et je m'attendais franchement pas à avoir le breakout des 111,50, mais il arrive. Ça, c'est Wall Street qui fait tout, encore une fois, pour sauver les meubles. On est donc dans une structure de consolidation extrêmement complexe, puisque donc là, le schéma de vague est extrêmement pernicieux. Si vous arrivez à comprendre ça, ok. Moi, tout ce que je vous apprends à dire, c'est dans un range. Tant qu'on ne casse pas les résistances, pour l'instant on est plutôt dans un schéma de range baissier, et je vous apprends à ne compter que les résistances. Ça fait 1, 2, 3, et je pense qu'on vient chercher la quatrième, on a déjà des targets de vente, on a déjà du volume par là. Je pense sans grande peine que c'est ici qu'il faudra cartoucher le dollar-yen de nouveau dans quelques temps. Donc pour l'instant, beaucoup de patience, sur l'USD-Yen, on va y arriver, pardon, je vais revenir, USD-Yen, où es-tu mon petit ? Voilà, USD-Yen, on va revenir sur les... On ne va pas refaire du 4 heures, mais voilà. Donc en mensuel, on y revient, mais il faut faire très attention. Pour moi, à plus court terme, l'USD-Yen est donc hésitant. Ils font tout pour essayer de sauver la mule, parce que je vous l'ai dit, le moment où l'USD-Yen s'enfonce ici, pour moi, ça donne tout de suite le ton sur le scénario de long terme, c'est-à-dire, moi, je maintiens, d'accord, qu'en mensuel, le risque est très clairement à la baisse, puisque la dernière borne qu'on a testée est une borne vendeuse, et on l'a clairement rejetée. Là, c'est un rejet pur et simple. Ça vient là, ça rejette avec des signaux vendeurs. Comment vous pouvez vous dire que ce marché-là est acheteur? Donc, dans le biais mensuel, le biais est vendeur. L'objectif est de venir tester les contextes, et je pense que ces contextes seront en plus débordés. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on va extrêmement loin, mais je pense qu'il reste un excès baissier à faire sur l'USD-Yen. D'accord, ce marché est bien en train de faire des tendances matures, mais je pense qu'on est dans un range, c'est-à-dire ça vient là, ça déborde le contexte, et ensuite éventuellement on pourra reprendre. Je ne pense pas que l'USD-Yen va s'effondrer, d'accord, je ne pense pas que le Yen fasse ça, c'est possible, mais je ne pense pas qu'il faille spéculer en ce sens-là. Je pense au contraire qu'il faut juste spéculer sur le range, et éventuellement donc peut-être derrière une réorientation haussière du dollar-Yen, c'est possible. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut faire très très attention donc, sur ces corrélations. On a un marché certes très hésitant, mais ça m'étonnerait que ce marché soit haussier. Pour ça, il aurait fallu franchir une résistance ici, ce que nous n'avons pas fait. Donc un peu de patience. Le dollar-yen peut très bien être haussier, mais je n'y crois pas une seule seconde. Dans le cas d'un marché haussier, il y aura bien évidemment donc, des invalidations sur les niveaux mensuels. C'est-à-dire que clairement, pour moi, si on invalide le signal vendeur de prix ici, il faut carrément sortir, parce que dans ce cas-là, ce sera retour sur les contextes vendeurs, et dans ce cas-là, ce sera carrément un truc comme ça, un yen qui reviendra chercher ce type de résistance horizontale. Donc ayez bien vos schémas. Alors certains vont dire, ah oui, mais c'est trop facile. En gros, si ça monte, c'est comme ça, si ça baisse, c'est comme ça. Oui, en même temps, c'est ça le trading, les gars. J'essaie de vous proposer deux scénarios. Je vous dis pas lequel le marché va faire, j'en sais rien. Ce serait trop facile sinon. Donc c'est vraiment de vous dire, moi c'est ça que je vois, les deux objectifs. Après, si vous avez un biais haussier, c'est ça que vous visez. Si vous avez un biais baissier, c'est ça que vous visez. Après, vous faites un choix. Moi, vous connaissez mon choix. Je ne fais pas l'analyste. Je vous dis ce qui est possible et je vous dis ce que je fais. Voilà, pour moi, les deux sont viables. L'hésitation est quand même assez palpable. Et vous voyez que de toute façon, que ce soit au nord ou au sud, les objectifs sont quasiment identiques en termes de ratio risque-rendement. Donc il est normal qu'ici on ait une zone d'hésitation. Maintenant, il y a un des deux scénarios qui finira par émerger. Moi, je dois choisir un biais parce que c'est mon travail. Je ne suis pas là pour vous dire il peut se faire ci, il peut se faire ça, et vous faites ce que vous voulez. Enfin, si, je vous dis que vous faites ce que vous voulez, je peux respecter un biais acheteur, mais je vous donne mon biais. Mon biais à moi, il est vendeur. Je traite donc tous les timings vendeurs sur l'USD-Yen. Maintenant, pour l'instant, c'est spéculatif et j'attends les confirmations. NZD-Yen. Alors voilà, ça, si vous avez envie de l'acheter, c'est pareil. Aïe, aïe, aïe. Donc on est en pleine hésitation au niveau des contextes, dans un range, d'accord. Et on a déjà testé la médiane. Donc là, moi, pareil, NZD-Yen, ça c'est bam, direct. Et on n'en parle plus. Grosse tendance, direction le contexte opposé. On est dans un gros range et on a déjà rejeté la borne majeure à la vente. Donc, comment fait-on pour ne pas aller chercher les supports à moyen terme? Donc là, pour moi, la polarisation graphique, elle est claire, nette et sans bavure. Pour moi, ce marché a beaucoup plus de chances. Encore une fois, on parle ici d'aspect statistique. Ça ne veut pas dire que la réalité économique ne va pas altérer le truc. C'est bien soumis, évidemment, à une validation des macroéconomies. Si la macroéconomie change radicalement, il est totalement possible qu'ici, on se mette à installer une tendance haussière. Moi, je pense que de toute façon, le Forex, quoi qu'il arrive, restera dans des ranges. Les devises cherchent des équilibres. Donc là, on a déjà testé le point d'équilibre du range, la médiane. On l'a rejeté sans casser la résistance et on y est revenu. Évidemment, pour moi, ça, la
suite, c'est débordement du truc. Ici, je pensais qu'on pouvait y aller et enfoncer. Non. Eh ben, c'est pas grave. Regardez, moi, ici, tant qu'on y va gentiment et qu'on gère bien son risque, si l'objectif c'est de viser ça, c'est-à-dire si l'objectif est de viser des baisses de 23%, enfin de plus de 20% sur la devise, il est totalement normal de mettre des stops de 4-5% sur ce type de devise sans aucun problème, voire plus pour ceux qui veulent prendre des stratégies à moindre risque. Mais dans la vision globale, pour moi, ce marché a beaucoup plus de chances de finir ici que de finir là. Voilà. Cadienne, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ici, pour moi, on est bien dans un schéma, d'accord, où on a des sommets descendants, des creux descendants, et il nous manque un creux. C'est-à-dire que là, pour moi, on n'a pas encore débordé le contexte, et la dernière fois qu'on l'a débordé, regardez la cartouche qu'on lui a mis. Donc j'ai envie de dire, voilà, moi, ce marché, c'est la même chose. Si ça revient là, et vous voyez le canal de tendance, on est en train de le rejeter 2 fois de suite en mensuel, j'ai envie de dire, voilà, ce marché, dès qu'il se redégrade, c'est bim, c'est grosse tendance. Donc moi, je reste à penser que le yen va mettre une grosse cartouche, et que, évidemment, la grosse cartouche sur le yen, elle va se voir sur toutes les paires en yen. Sauf sur l'euro, parce que moi je vois un euro quand même assez fortement haussier, peut-être même plus haussier que le yen. Donc l'euro-yen, je le vois très hésitant. Et là, on voit bien, par contre, la structure est très 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 pernicieuse. Et là, moi, j'ai énormément de mal à trader ce marché. Voilà. Parce que pour moi, ce marché, ici, la dernière fois qu'il a rejeté son contexte en mensuel, c'est sur les supports. Depuis 2012, on a bien un rejet manifeste ici, hein, les signaux de prix, probablement des signaux de momentum avec ici, et de cycle. Et là, depuis, le marché est venu tester le contexte vendeur, revenir, et j'ai tendance à penser que ce marché, la constitution du triangle qu'on est en train de faire, va probablement donner une sortie acheteuse pour venir chercher le débordement des contextes vendeurs. Je pense que c'est ça qui a le plus de chances de se produire. Mais ici, honnêtement, pour moi, c'est 50-50. L'euro-yen, c'est pas une paire que je vais trader avec une forte conviction. J'avais une conviction dans cette zone-là sur le repli qui a été opérée. J'ai récupéré mon gain. Très honnêtement, moi, l'euro-yen, j'ai un biais légèrement acheteur. C'est-à-dire que si je dois vous donner mon sentiment en tant que trader, je vous favoriserai les achats là-dessus. Maintenant, on est vraiment sur la médiane d'un énorme triangle. C'est pas le moment de prendre des positions pour viser une borne. Là, franchement, c'est 50-50 et techniquement, je dirais voilà du 55-45. Et c'est pas le genre de. Il y a d'autres paires forex beaucoup plus intéressantes que ça. La UDNZD, bon voilà, celle-là, je ne peux pas faire mieux. Hein. Pareil, gros rejet en mensuel. La dernière fois qu'on a testé le contexte, ça rejette ici. On s'amuse à chaque fois à revenir faire mumuse. Ça, je vous dis, le moment où ça part, c'est même chose. Pour moi, ça, c'est de la vague 1, 2. Et la prochaine, c'est direction immédiate vers les contextes. Donc là, c'est pareil. La UDNZD, je pense qu'il y a des énormes gains forex à faire. Moi, je pense que le forex, ce sera le marché le plus intéressant si jamais les actions partent en sucette. Pour moi, les actions, ça va vendre. Maintenant, si les actions ne vendent pas, je ne les toucherai pas, je ne les achèterai pas. Voilà, ça c'est clair. Mais par contre, sur le forex, il va y avoir des mouvements de dingue. Je vois clairement, sur les 2-3 prochaines années, des décalages de plus de 20% sur les forex et sur pratiquement toutes les paires, qu'elles soient majeures ou voilà, et des dégagements, des mouvements de capitaux énormes à partir du yen et surtout, je pense donc du dollar qui devrait pour ma part perdre une masse monétaire complètement hallucinante. Je vous dis, à partir de l'énorme inflation qu'il y a eu aux États-Unis, artificielle, hein, donc QE sur QE, ils en ont quand même balancé, hein, et on voit la taille du bilan, hein, et comme on voit là, le truc c'est de dire, dès que les marchés baissent un peu, on peut plus réduire le bilan. Comment on va le réduire le bilan? Avec de la déflation, hein, c'est aussi simple que ça. Donc le principe c'est de dire, voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'actifs dans dans le bilan de la Banque centrale, qui vont malheureusement arriver à échéance sans contrepartie, c'est-à-dire on va détruire cette valeur. Après, si elle est détruite dans le bilan de la Banque centrale, c'est pas grave, puisque la Banque centrale peut imprimer les billets qu'elle veut elle sera jamais en faillite, la Banque centrale. Mais le problème, c'est que malheureusement, ça va créer des baisses manifestes sur la devise, selon moi, sur le dollar. C'est-à-dire que, effectivement, comme on ne baisse pas le bilan, si jamais les actifs du bilan commencent à être dépréciés fortement, la Banque centrale ne se retrouve pas en faillite, mais elle se retrouve sur ce qui serait l'équivalent d'une faillite si c'était un organisme bancaire classique. Comme la Banque centrale, c'est elle qui détient la création monétaire, elle utilisera évidemment la création monétaire pour renflouer les caisses. Mais la création monétaire, ça va faire chuter mécaniquement très rapidement le dollar. Raison pour laquelle, pour moi, le dollar est bien dans un cycle mensuel baissier. Même chose ici, les contextes ont été rejetés. L'objectif, c'est retour au contexte de support d'un point de vue statistique. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais je dis juste que, comme par hasard, mes indicateurs se plantent quand même pas trop souvent et je leur fais entièrement confiance.
Le yen, donc là évidemment même chose mais dans un contexte opposé, hein, toujours des ranges sur le forex. Là on manque un peu d'historique mais bon voilà, hein, si on prend les paires en yen on voit bien le schéma qui revient à dire bah, c'est la même chose que notre pote USD yen, la direction c'est plutôt bim contexte vendeur après les avoir rejetés à l'achat. Hein, c'est en gros un coup en haut, un coup en bas, c'est la magie du forex, mais en attendant, tout le monde va commencer à croire qu'on peut rebaisser. Bon, c'est possible, mais statistiquement parlant, pour moi, c'est peu probable. Même si ici, en mensuel, d'accord, notre pote le Yen Index, il vient de nous faire un truc qui est quand même pas génial. C'est-à-dire là, théoriquement, il nous fait une Morning Star, sous résistance. C'est-à-dire qu'ici, on a un rejet en triangle avec une Morning Star, une Evening Star, d'accord. Donc attention, c'est pas gagné, mais voilà, on voit bien le triangle clairement en mensuel. Moi j'attends, hein, je suis patient. De toute façon, je pense que le stop doit être placé là, hein, sur les scénarios yen. On voit bien de toute façon une pattern de stop dans une tendance haussière. Bon voilà, moi typiquement, ça veut dire effectivement, les acheteurs soutiennent le yen, ils ont placé leur stop là. S'il n'y a pas de tendance, on chassera les stops. Le mien y compris, j'aurais eu tort, ça arrive, c'est pas la fin du monde. Par contre, regardez ce que je risque pour ce que je gagne. Bon, est-ce que j'hésite une seconde à acheter du yen? Non, j'hésite pas une seconde. De point de vue spéculatif. Pour moi, le yen n'a pas encore validé les positionnements tendanciels. Le dollar commence timidement à donner des signes intéressants pour commencer à renforcer doucement, mais je suis toujours spéculatif, hein, que ce soit sur le dollar, que ce soit sur le yen. Tous ces scénarios ne sont pas encore validés. Et j'espère qu'ils le deviendront, mais ça, on le verra dans le futur. Bah voilà, on va s'arrêter là pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'oublierai pas de la faire la prochaine, le mois prochain, sinon vous n'hésitez pas à me le rappeler. Mais donc voilà, hein, tout ça pour vous dire, les scénarios hebdomadaires et daily qu'on traite en swing sont bien intégrés dans le sens de tous les scénarios mensuels, raison pour laquelle je pense que étant intégrés dans les tendances majeures, elles ont d'autant plus de chances de se valider sur les UT hebdomadaires. Après, on parle ici de scénarios swing, il faut beaucoup de patience. Je pense que l'intraday est un coupe-gorge en ce moment parce qu'on traite des zones extrêmement dangereuses avec des manipulations de marché assez dangereuses également qui font que bon, il y a une résilience qui me semble très fragile. Autrement dit, on est typiquement dans le cas de vous avez les suiveurs de tendance qui achètent et qui disent je préfère le confort d'avoir une position en gain la plupart du temps, même si ça doit mal finir, et effacer tous ces gains. Moi, je vous dis, ce biais-là de confort d'une position gagnante, je m'en fous. Un spéculateur s'en branle complètement de savoir si une position est gagnante le plus longtemps ou pas. Voilà, un spéculateur, il veut juste un gain, point à la ligne, et surtout ne pas avoir pris trop de risques. N'oubliez pas que dans le trading, il y a différents types de métiers. Hein. Je ne dis pas que les suiveurs de tendance sont des imbéciles et qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font. Je dis juste qu'on ne fait pas le même métier. Moi, je suis là pour vous apprendre la spéculation pure et agressive, pas le suivi de tendance. Ceux qui font du suivi de tendance vous apprendront à faire leur métier à eux. Chacun en fait un différent. Voilà, allez, donc sur ce, bonne journée, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi prochain pour donc des émissions hebdomadaires. On parlera donc des éventuelles clôtures du Bund. C'est d'ailleurs Bund qu'on va regarder en mensuel. Voilà, hein, donc là, no comment. Hein, moi, je ne peux pas faire plus simple. Hein. Vous savez que ces scénarios-là, pour moi, ils sont inscrits dans des scénarios globaux. C'est-à-dire que moi, je traite la support ici de ces UT. Ça, c'est le contexte hebdomadaire, du coup. Donc là, pour moi, voilà, en mensuel, il y a nos comments. Hein. C'est du pur excès. Regardez, on a tout arraché. On est passé sur des taux négatifs. Donc là, pour moi, c'est effectivement, après avoir rejeté massivement ici, hein, vous voyez bien la tendance épuisée, des breakouts. On arrive sur la target du break, on déborde le contexte et boum, ça repart dans l'autre sens et on invalide tout de suite la tendance baissière. Donc ça, c'est vague 1. On voit bien le schéma 1, 2, 3, 4, 5 en plus. Les deux vagues de correction qui reviennent tester la tendance. Ça réagit ici, c'est cassure du canal de tendance derrière. Et direction tout de suite le contexte. Donc cassure d'une résistance en UT mensuel, pour moi la résistance elle est là et je pense qu'on la casse. C'est-à-dire que je vous rappelle que pour moi les taux allemands c'est direction 2%. Voilà. Ça ne va pas y rester très longtemps, hein. Derrière on consolidera, mais je pense que c'est direction 2% sur les taux allemands. Voilà. Et installation d'une tendance baissière ou en tout cas d'un deuxième cycle acheteur qui risque d'être plus punchy. C'est-à-dire que pour moi le minimum déjà c'est de sortir de ça, donc comme je l'ai dit c'est voilà, au pire des cas, on visera 1,65, c'est-à-dire 38% de retracement, mais je pense qu'on pourra même éventuellement viser un poquito plus que ça. Donc voilà, beaucoup de prudence. Hein, je vous invite juste à avoir un peu de recul sur le prix sur les taux. Hein. C'est-à-dire que si vous vous dites
Si vous vous imaginez que l'on est dans un cycle de baisse des taux depuis 1980, si ce cycle de baisse des taux s'arrête, c'est-à-dire qu'on tue le cycle inflationniste, ce que je vous ai dit l'autre jour, pour moi on est dans un cycle hyper inflationniste qui touche à sa fin et qui a connu donc une fin complètement parabolique sur le dernier cycle boursier depuis 2008 où les injections monétaires auront donc été plus fortes que jamais, auront créé une inflation sous-jacente complètement débile sur les actifs boursiers et pas dans la vie réelle. Autrement dit, les banques centrales ont testé des outils monétaires qui ne résolvent pas du tout le problème et malheureusement, il va falloir payer le prix de cette hyperinflation boursière par probablement une déflation boursière qui, je l'espère, n'entamera pas trop l'économie réelle pour qu'on puisse derrière purger tous ces excès de liquidité par évidemment donc des processus déflationnistes à court terme, puis un peu de réinflation parce qu'il faudra quand même éviter les faillites. Les banques centrales ne pouvant pas faire faillite, elles risquent d'avoir recours à l'inflation évidemment après avoir détruit de la valeur. Bon bref, c'est mon schéma, mais imaginez-vous donc simplement 23% de correction de ce cycle baissier qui dure depuis donc 30 ans, 35 ans, ça nous amène juste à 2,50. C'est-à-dire que normalement, 23%, on appelle ça la remise en question. C'est même pas de dire que la tendance est inversée, c'est juste de remettre en question le schéma donc de baisse de taux. Si jamais ça doit vriller sur le système financier et qu'on décide donc de remettre en question le système de la dette et de l'hyperendettement constant dopé par l'inflation pour la rendre soutenable, si on remet tout ce système en cause, c'est minimum 2,50 pour le DAX, pour les taux allemands, et voire même 4%. Et rassurez-vous, historiquement parlant, 4%, c'était pas énorme. C'est-à-dire que on s'imagine aujourd'hui que dans le contexte actuel, c'est impossible, mais si, moi je pense qu'horizon une dizaine d'années, on retourne sur ce type de taux-là, après avoir fait donc l'essai de l'inflation. Et quand on va voir que ça ne marche pas, on va repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire on va reprendre les bons vieux mécanismes d'accumulation de capital et de redistribution avec une variation des taux d'intérêt un peu plus historiquement normale que d'être allé expérimenter le taux négatif pour faire mumuse et éviter les bulles de crédit. Parce que c'est exactement ça en fait, on a constitué des bulles de crédit énormissimes qui sont irremboursables. C'est-à-dire le crédit aujourd'hui, on ne cherche même plus à dire qu'il est remboursable, pas remboursable, on sait que c'est plus possible. Donc comment on fait pour faire tourner le système ? On imprime de l'argent. C'est la seule façon en fait pour rendre la dette soutenable mathématiquement parlant. C'est-à-dire que physiquement parlant, elle ne sera jamais remboursable, cette dette. Donc soit on la coupe, soit on a recours à des processus hyperinflationnistes pour la rendre mathématiquement soutenable. C'est de dire pour les gens qui détiennent ces dettes et qui ne seront donc jamais remboursés, le seul moyen de percevoir des intérêts et de rendre la dette mathématiquement remboursée, il suffit d'une inflation. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on émet de l'argent parce qu'on en a besoin pour faire tourner les économies actuelles. Et ça, il n'y a rien là-dessus. Je ne critique pas le système de la dette, au contraire, je ne le trouve pas si stupide. Le problème, c'est qu'effectivement, on est allé un peu fort et au lieu d'appuyer sur le frein comme on aurait dû le faire, on a fait quoi ? On a un mec complètement débile au volant, complètement bourré, qui a décidé qu'il fallait appuyer encore plus fort sur la pédale. En gros, en 2008, au lieu de prendre les bonnes résolutions, on a pris des résolutions encore pires qui n'ont fait qu'accentuer ces bulles de crédit. Soit, entre guillemets, la crise actuelle sera résolue de la même façon, c'est-à-dire on va mettre encore plus de liquidités, soit tout simplement on a atteint le plafond, ce qui est pour moi le taux négatif, c'est de dire on a atteint la limite physique du truc. Et malheureusement ici, injection monétaire ou pas injection monétaire, inflation ou pas inflation, il faudra payer le prix de l'hyperendettement par, je pense, un petit cycle correctif de quelques années avant de purger toute cette dette de merde. D'une façon ou d'une autre, je vous dis par des processus inflationnistes ou tout simplement des haircuts globalisés. On définit que la dette mondiale ne sera pas remboursée et on regarde qui a plus de dette que l'autre et voilà, et on met de l'austérité en fonction d'eux. C'est-à-dire je vous ai toujours dit, la dette elle n'est pas méchante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la dette, c'est comme une course cycliste. Il faut faire partie du peloton. Tout le monde avance dans la dette grossit pour tout le monde. Il faut juste faire en sorte que vous avanciez aussi vite que les autres. Il ne faut pas avancer 50 mètres devant les autres. Enfin, faut pas être en train de faire un sprint devant les autres, comme font les Japonais. Voilà, les Japonais, ils sont complètement en échappé devant, sauf que le mec, il a grillé toutes ses forces et il passera pas la ligne d'arrivée. Voilà. Donc c'est complètement stupide. Tout comme être le mec qui est en queue de peloton et qui est même complètement largué par le peloton, c'est débile, parce que dans ce cas-là, vous avez raté des opportunités de croissance dopées par la dette.
alors que les autres se sont engraissés dessus. Donc il faut bien être conscient que dans ce cas-là, vous avez raté des opportunités de créer de la croissance. La dette favorise la croissance, ça c'est évident, on ne peut pas le nier. Donc la dette n'a pas que des effets négatifs, même au contraire, ça a beaucoup d'effets positifs. Le problème, c'est qu'il y a des effets pernicieux, des effets secondaires, et au lieu d'accepter de les subir, on a décidé de ne prendre que le bon sans prendre le mauvais. Malheureusement, quand on fait ça, on sait très bien qu'au final, il faut bien payer la note un jour ou l'autre, et d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier d'une croissance dopée par le crédit ad vitam aeternam, sinon ça se fait soit aux dépens des générations futures, c'est-à-dire en gros on dit bah non mais les problèmes on s'en fout, c'est pas à nous de les gérer, on les reportera sur nos enfants, mais il faut être con quand même, enfin se dire que, je vous dis un giga de cycle boursier c'est à peu près, c'est en moyenne 35, c'est des cycles de 30-35 ans. Euh, et ces cycles, on est en train d'en compléter un probablement. Donc là, c'est pas le moment de se dire on va reporter le problème sur 50 ans et sur nos enfants. Non, non, le problème, on risque de devoir le payer dans les années à venir et c'est plus proche qu'on ne l'imagine. Voilà, on voudrait repousser ad vitam aeternam les problèmes. Rassurez-vous, ils finissent toujours par arriver et je pense qu'on est sur des timings. Il va falloir commencer à lever un peu le pied sur la prise de risque et bien évidemment. Que se passe-t-il dans la perception que vous avez du marché? Vous avez l'impression qu'il faut faire l'inverse. Vous pensez que c'est le moment de prendre du risque et c'est justement le moment de faire l'inverse. Je vous le dis comme ça, hein, mais rappelez-vous quand même des grandes familles historiques à la Rothschild et compagnie qui vendent des sommes astronomiques de leur capitalisation boursière. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des gérants historiques qui distribuent et qui revendent une énorme partie de leurs capitaux mobiliers, donc des actifs boursiers et divers actifs, et ça ne choque personne. Bon, voilà, moi je vois des gros qui vendent, des petits qui pensent que c'est le moment d'acheter. Voilà, non, j'ai plutôt envie de suivre les gros. Voilà, allez, bref, vous connaissez ces schémas, c'est spéculatif, on ne sait pas ce qui va se passer, mais juste moi, mon délire, c'est de dire dans quel sens se produit le risque. Pour moi, le risque reste clairement orienté sur une tension des taux et une crise économique à venir. Si j'ai tort, tant pis pour moi. Si j'ai raison, tant mieux, je me gaverai. Donc, patience, gestion du risque, on est toujours sur des scénarios qui attendent, des validations, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de chercher le support des tendances que je veux voir émerger au futur. Donc, on est sur des UT mensuels ici, donc vraiment encore de patience. C'est juste avoir une vision, là, sur des scénarios qui mettront probablement plusieurs années avant d'exprimer réellement tout le potentiel tendanciel. Voilà.